Et merci à tous qui êtes là et qui allez participer au passage de 0 à 100 en 3 semaines. Voilà, donc je vais laisser Fabienne me mettre le PowerPoint, la première diapo. Alors la première diapo, c'est le logo du RPS. Je vous laisse admirer comme il est beau, le nouveau logo. Voilà. Et ensuite, salut Stéphanie. Voilà, donc on va passer, donc c'est une patiente, voilà, qui a 62 ans, qui a une IMC de 30, un diabète de type 2, une hypertension artérielle, un cancer du sein hormonosensible. Elle n'est pas fumeuse, elle n'a pas d'addiction, elle est sédentaire. Et elle prend son traitement depuis longtemps. Donc, cette patiente, donc la diapo numéro Ouais. 3, Fabienne, mets-toi sur la diapo numéro 3. Vous pouvez partager le diaporama, ce sera plus sympa pour tout le monde, je pense. Du Il est coup, partagé là, pardon. oui, oui, mais du coup, bon, si tout le monde voit bien, c'est parfait. Oui. Si tout le monde voit bien, il n'y a pas de souci. Donc, cette patiente, c'est l'équipe pharmaceutique qui va pouvoir, dans son entier, qui va pouvoir, entre guillemets, convoquer la patiente, lui donner un rendez-vous en lui disant, vous prenez ce traitement depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, pour votre santé. Il est important que vous fassiez le point sur la prise de ce traitement avec le pharmacien. C'est un entretien court pour que votre traitement puisse produire le meilleur effet sur votre santé. Ça peut aussi se faire par téléphone. Quand êtes-vous disponible? Préférez-vous venir ou que le pharmacien vous appelle? Je pense que, enfin, moi, dans ma pratique, l'idée, c'est de ne pas laisser, enfin, c'est comme quand un médecin prescrit un examen médical, hein. Il vous dit pas, est-ce que vous iriez bien vous faire une mammographie si ça vous dérange pas trop? Non, on va faire un examen médical. On dit, je vous prescris ça. Eh ben moi, je prescris aussi mon entretien. C'est pour ça que notre programme s'appelle Prescriponco, c'est-à-dire, vous prenez ce traitement, c'est pour votre santé, je dois vous voir. Si c'est moi le pharmacien qui recrute, si c'est l'équipe pharmaceutique, le pharmacien doit vous voir. C'est important. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer dans cet entretien? Eh ben, je vais avoir des objectifs pour mon patient qui vont être le bon usage du médicament, l'adhésion au traitement, donc je vais devoir m'assurer qu'il adhère les traitements. Je vais identifier éventuellement des effets indésirables dont il aura peut-être jamais, dont elle, alors là sur le coup, elle aura peut-être jamais parlé au médecin. Je vais quand même avoir le souci d'éviter l'iatrogénie. Et pour le patient, je voudrais je voudrais être identifié comme un interlocuteur en cas de problème lié au traitement ou de questions liées au traitement. Donc, pour mon patient, je veux ça. Je veux qu'il utilise bien le médicament, qu'il soit adhérent à ce traitement. Je veux que, il puisse identifier les effets indésirables de ce traitement. Je veux qu'il sache que, par exemple, si elle a des douleurs articulaires, elle sache que c'est lié à ça et pas à l'arthrose du genou, par exemple, enfin, ou des gonflements ou autre chose. Je veux dire, si elle a les jambes enflées, je veux qu'on puisse associer éventuellement ces effets-là. Je veux qu'elle soit soucieuse de ne pas mélanger n'importe quel médicament et qu'elle sache qu'elle peut venir me voir en cas de problème. Et pour notre équipe, ben, nous, c'est notre responsabilité de s'assurer du bon usage et si besoin d'informer, d'accompagner et en fait, de créer une relation de soins. Je peux avoir, si la personne est éligible, l'intention de l'inscrire dans la réalisation d'un bilan de médication si elle a moins de 65 ans, et dans ce cas-là, je suis dans le programme Pharmobservance, ou si elle a plus de 65 ans, elle peut être éligible au bilan partagé de médication, qui est le dispositif financé par la sécurité sociale.
Et je vais rajouter quelque chose qui va valoriser votre démarche qualité à l'officine, qui est donc rémunérée par une ROSP, et qui va être de tracer les informations recueillies et d'informer l'équipe soignante. Et à cette occasion, vous savez que sur le site de l'URPS, vous avez une fiche de liaison ville-hôpital pour informer l'hôpital si besoin. Et voilà, vous avez un guide méthodologique pour informer le médecin. C'est le guide méthodologique de la HAS qui s'appelle SAED, hein, ça s'appelle Guide méthodologique de la HAS SAED, il est sur le site de l'URPS aussi. Et là, c'est juste pour communiquer clairement avec le médecin en lui expliquant la situation de la patiente, éventuellement ses antécédents, l'évaluation et votre demande si vous en avez une. Donc, ces éléments, vous les trouvez sur le site de l'URPS. Et dans tous les cas, toutes les informations que vous aurez recueillies et toute la relation de soins que vous allez créer aujourd'hui avec cette patiente, elle vous permettra de gagner du temps dans le cas où vous avez à orienter la patiente comme on le fait tout le temps. Vous l'avez pas reçu? Comme ça nous arrive quand la Ah, patiente a un donc, problème et que là, elle vient nous trouver et qu'à ce moment-là, eh bien, on va perdre du temps pour refaire l'historique, etc. Alors que là, ça se fera. mais là, c'est facile, j'ai Donc, des doutes. aujourd'hui, je convoque ma patiente et je lui dis que c'est important de faire le point, qu'on va se téléphoner si elle veut ou qu'elle vienne. À ce moment-là, l'équipe ou moi, ce qu'on fait, c'est on note sur un agenda dédié. Alors nous, on le note à la main avec un stylo, mais il y a des geeks qui le font avec des agendas partagés, c'est trop bien, mais nous, on n'y est pas encore arrivé. Mais ça peut être un agenda partagé sur Google, enfin, je ne sais pas quoi. Mais noter sur un agenda dédié le nom, le numéro et évidemment le nom du médicament Donc, vous et avez facturer le 10 TAC. points, voilà. Et quand vous voyez la vision, Facturer le TAC. c'est Et bien, ensuite, non pas. Je reste avec vous jusqu'à ce donc l'URPS vous a proposé un document à remettre à la patiente pour lui expliquer le sens de cet entretien. Un document qui est validé par Voilà. des centres experts, l'OMEDIT et l'URPS, donc c'est même pas vous, hein. Vous voyez, vous êtes en retrait de ça, donc Voilà. vous Et là, pouvez vous remettre avez ce document que vous pouvez commander à l'URPS si vous appuyez, ça vous vous dit en profitez pour lui dire d'apporter ses bilans éventuellement ou ses comptes rendus voilà. d'hospitalisation si vous les voulez. Mais dans le cas de cet entretien d'observance, Le vin, hein, vous avez bien noté que c'était le vin. c'est pas capital. Si vous voulez commencer tranquillement, vous pouvez commencer par cet entretien de suivi sans lui demander d'apporter ses bilans. Moi, je pense que c'est bien de les avoir, c'est bien de les scanner sur le document. Ça officialise le suivi C'est bon, vous mais avez ce n'est pas une pièce capitale pour cet entretien de suivi. Alors, Fabienne, est-ce que vous pouvez passer sur la fiche Amélie? Non, non, sur la fiche Amélie, sur voilà, on va passer sur le dossier Amélie. vous êtes allé sur le voilà, allez, à tout à l'heure. Et donc, on va faire on est dans le cas donc de dessous des entretiens des anticancéreux oraux. On est dans le cas d'un entretien, d'un traitement au long cours et d'un entretien d'observance. D'accord? Et ça correspond à un code acte sur vos LGO. Donc, quand vous avez pris le renseignement, vous faites le temps, quand vous prenez le rendez-vous avec la patiente, quand vous convoquez, et je dis bien convoquer, hein, quand vous convoquez la patiente, vous lui faites le TAC. Et quand vous faites l'entretien d'observance au long cours, eh bien, vous allez facturer votre entretien d'observance et vous verrez qu'à la fin de cet entretien, à la fin de la facturation de cet entretien, alors évidemment, euh, euh, on va reprendre, mais vous allez devoir demander le consentement de la patiente, hein, évidemment, dans l'entretien. Mais là, le contenu, on va le voir. Mais dans tous les cas,
à la fin de l'entretien, quand vous finirez votre facturation, vous pourrez cocher si c'est acquis, non acquis ou en cours d'acquisition par rapport à l'observance. Et peut-être très bientôt, ce document que vous aurez renseigné, il pourra se retrouver dans le DMP de la patiente. Alors aujourd'hui, sur WinPharma, c'est pas encore faisable. Pour ceux qui sont sous d'autres LGO, je sais pas, mais sous WinPharma, je peux cocher. Ça s'enregistre, je sais pas où, mais ça se transmet pas dans le DMP. Voilà. Donc, on va revenir sur le PowerPoint. Et là, je crois que quelle heure il est? J'ai encore 5 minutes. 5-6 minutes. Je vais reprendre le fil des entretiens, en fait. Donc là, vous avez vu, cet après-midi, à la fin de mon PowerPoint, vous pouvez faire la liste des patientes sous hormonothérapie et traitées par hormonothérapie et bah, commencer à vous organiser, soit en les appelant, soit en les convoquant au comptoir et en disant à l'équipe pharmaceutique, on leur on les convoque en leur disant qu'il faut qu'on leur fasse, qu'il faut que pour leur santé, on prenne un rendez-vous avec le pharmacien, que c'est très court et que on va les appeler. Donc ça, c'est pour ces patientes-là. Maintenant, on va passer à la diapo d'après. Voilà. Donc, du coup, euh, je suis dans l'entretien vie quotidienne, observance. Donc, je vais lui dire, bonjour madame, je suis contente de vous avoir au téléphone ou de vous voir, car vous prenez ce traitement depuis X mois maintenant, et je dois m'assurer pour votre santé que tout se passe bien pour que ce traitement puisse agir de la meilleure façon possible. Donc, voilà moi comment je commence. Et toujours pareil, dans mes objectifs, je vais vérifier le schéma et les règles de prise du traitement. Je vais valider l'observance et valider la tolérance. Après, si j'ai des besoins d'expliquer, d'informer, je le ferai, je le ferai. Mais dans cet entretien, l'important, c'est d'évaluer effectivement le ressenti de la patiente par rapport à ce traitement parce que bah, elle le prend depuis un certain temps. Vous allez peut-être découvrir que ces patientes, il y en a certaines qui le prennent, mais qui le prennent qu'un jour sur deux. Moi, ça m'est arrivé. J'avais des patientes qui le prenaient qu'un jour sur deux parce que elles avaient aussi du lévothyrox à prendre qu'un jour sur deux. Et que comme elles avaient des effets indésirables, elles avaient pensé que c'était mieux de le prendre qu'un jour sur deux parce que comme pour le lévothyrox, ben, c'était comme ça. Donc, en fait, voilà, là, l'idée, c'est cet entretien d'observance qui va être assez court. L'idée, c'est d'explorer assez rapidement bah, comment ça se passe avec ce traitement, puisque ça fait longtemps, hein, c'est un partenaire de leur vie quotidienne, on va dire. On va lui demander quand elle le prend. Est-ce que ça lui arrive de l'oublier? Est-ce que ça lui arrive d'en manquer? Est-ce qu'elle a des symptômes qu'elle ressent, qu'elle attribuerait à la prise de ce médicament? Peut lui demander comment si ça, elle pense qu'il y a un impact sur le transit, sur le sommeil, sur la fatigue, ou on peut tout simplement lui demander comment elle dort, comment se passe son transit, si elle se sent fatiguée. On peut lui demander si elle a des symptômes, est-ce qu'elle a parlé de ses symptômes avec ses médecins. Dans cet entretien-là, on va demander comment sont rangés les médicaments, s'il n'y a pas d'erreur, si elle risque pas de prendre 2 fois le médicament un jour, ou si elle risque pas de le confondre avec un autre médicament. On peut lui demander comment ça se passe au quotidien. Eh bien, aussi poser des questions, savoir si elle a des questions par rapport à ce médicament. Et vous verrez que très rapidement, les gens, ils ont des questions. Et on m'avait dit que je devrais le prendre pour 5 ans. Voilà, les gens ont beaucoup souvent de questions. Est-ce qu'après, j'aurai un autre médicament? Enfin, il y a beaucoup de questions que les gens peuvent poser, bien sûr, s'ils ont besoin
de vous à l'occasion de cet entretien. Donc, voilà pour moi. Alors après, évidemment, l'idée, c'est derrière vous, vos objectifs, c'est est-ce que l'observance, c'est acquis, non acquis, et est-ce que je dois faire quelque chose? C'est-à-dire que, excusez-moi, si je découvre qu'elle n'est pas observante, il faut absolument que je mette en place quelque chose. On est d'accord? Donc, c'est comme ça que je vais dire si c'est acquis, si c'est non acquis ou si c'est en cours d'acquisition. Ben, je vais peut-être mettre en place quelque chose pour qu'elle devienne observante, peut-être un pilulier, peut-être informer le médecin des faits indésirables pour lesquels elle n'a jamais partagé avec le médecin. Bon, dans ce cadre-là, c'est assez simple. Et c'est pour ça qu'on commence comme ça, mais elle peut oublier. Donc après, vous pouvez lui donner les trucs que vous donnez toujours aux gens en général pour le prendre à heure fixe, toutes, toutes les 24 heures, ben, c'est de le mettre à un endroit où elle va systématiquement, etc., etc., hein. Donc ça, on sait tous le faire, de mettre une alarme. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très simple. Demander quels sont, enfin, comment ça se passe avec le traitement, c'est aussi quelque chose qu'on sait faire et qu'on fait pratiquement tout le temps, hein. Comment ça se passe, voilà, pour explorer. Et puis, bah, les questions un peu plus, on va dire, qui sont un peu plus du bon usage des médicaments. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de le prendre deux fois? Est-ce qu'il n'y a pas de rupture de stock? Est-ce que c'est bien? Et ça, toutes ces informations qui sont spécifiques aux médicaments, vous allez les retrouver sur les fiches oncoliens. Excusez-moi, un chat dans la gorge, ou au moins sur les fiches de la Sécu, vous pouvez aussi les retrouver sur les fiches de la Sécu. Donc, on va peut-être repasser rapidement sur les fiches de la Sécu, sur Amélie. Et vous le connaissez tous. Vous y allez sur ce site un peu, parce Non, que quand même, c'est intéressant. Alors là, il faut remonter. Il faut remonter au début et dans l'accompagnement pharmaceutique des patients, remonte, remonte encore. Bon, enfin, sur ce site-là, à un endroit, vous avez vraiment le détail. Tiens, clique sur accompagnement voilà. pharmaceutique des patients chroniques. Voilà. Et tu vas cliquer sous accompagnement des patients par anticancéreux sous voie orale. Voilà. Et là, si tu descends, tu as comment accompagner, entretien initial, entretien numéro 2, voilà. Et là, un... vous avez vraiment les données générales sur la chimiothérapie. Vous avez un endroit où vous avez le détail, je crois que c'est dans l'entretien initial, je crois. Entretien initial, Ah, ça c'est le formulaire. Ça c'est le formulaire que vous allez remplir. Donc, du coup, bon, vous pouvez proposer un test de Girard, c'est vrai. Moi, je propose pas tout le temps, je l'arrange à ma façon. Vas-y, descends. Voilà. Et ça, bah, en fait, c'est le questionnaire de Girard. Donc, en fait, c'est les grands items que vous devez proposer au patient, que vous devez valider avec le patient au cours de cet entretien. Vous le connaissiez, ça? oui, oui, Et, oui. et vous le faisiez? Non, Alors, qui c'est qui? Alors, bon, moi, c'est vrai que je ne le pose pas aussi brutalement parce que j'aime pas trop demander à une femme de 58 ans si elle a des problèmes avec sa mémoire, si elle prend pas ses médicaments à cause de problèmes avec sa mémoire. Parce que je trouve que voilà. Mais du coup, les objectifs, ils y sont quand même, hein. Et puis, vous avez oublié de prendre votre médicament ce matin. Bon, c'est un test qui est validé en tout cas pour une étude. Donc, c'est vrai que c'est un test qui est très réaliste qu'on peut poser, hein. On peut les poser ces questions, hein. Après, pour explorer, pour avoir une vraie relation avec le patient, je ne sais pas si c'est le plus. Je pense que voilà, c'est pas ma façon de faire, mais bon, en tout cas, l'objectif, il est de répondre à ça, hein. Et oui, sur WinPharma, il y a tout. Enfin, j'imagine que sur tous les LGO, il y a tout. Donc, du coup, bah voilà. Du coup, est-ce que. Alors,
j'en reste à cet entretien-là parce que vraiment l'objectif, c'est de commencer pas à pas. Et la prochaine fois un, qu'on fait une vidéo, on fera le premier entretien. Et là, je voudrais vraiment qu'on en reste à cet entretien d'observance pour tous ces patients, toutes ces patientes qui sont sous hormonothérapie. Et là, je vais vous demander, avant de passer la parole à mes collègues, qui c'est qui se sent de faire ça dès cet après-midi? Non? Oui, on va s'y Toujours mettre. pas? On va s'y mettre. Fais-nous un petit challenge et tu verras, ça ira. Alors, Evelyne, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? On vous entend pas, on vous entend pas. On vous entend pas. Il faut mettre le micro. Ouais, vous Ah ouais. m'entendez? Ouais. Alors là, tout de suite, maintenant, c'est pas hyper clair dans ma tête. En fait, il y a un entretien initial où on recueille les données. Non, là, je vous ai fait. En fait, il y a une séquence, d'accord? Il y a une séquence avec des codes actes. Remets le tableau, s'il te plaît. En fait, vous avez une séquence d'entretien à faire. En fait, il y a un entretien de recueil, un entretien d'observance vie quotidienne. Il y a plusieurs entretiens pour accompagner les patients. Cette séquence d'accompagnement, voilà, elle est là, remonte un peu. Voilà, cette séquence d'accompagnement, elle correspond à des... Non, descend. En fait, il faut qu'on voit là, anticancéreux. Parfait. C'est parfait. Cet accompagnement, il comporte, en fait, euh, les années suivantes de l'accompagnement, il comporte un entretien de traitement au long cours. Moi, comme on n'a pas commencé, parce que les freins précédents que j'avais, c'était, bah, moi, j'y pense pas forcément chaque fois que j'initie un traitement. D'accord? Et c'est vrai que de commencer à chaque fois quelque chose de nouveau sur le nouveau patient qui arrive, c'est une coïncidence de temps qui est peut-être, on va dire, un frein au démarrage des entretiens. Donc moi, l'objectif, je vous l'ai dit, c'est vraiment qu'on démarre les entretiens. Et si on ne les démarre pas par le début, eh bien, l'important, c'est pour moi de les démarrer par l'entretien d'observance. Parce que l'entretien l'observance, c'est vraiment notre métier. Et dans tous les cas, c'est un acte qui est codé spécifiquement. Vous avez dans la facturation, pour ceux qui ont Winpharma, alors après, je ne sais pas comment c'est les autres, mais on a un code TAC et après, on a accompagnement 1, accompagnement 2, accompagnement 3. Tu as pas ça, toi, sur Nathalie? Pardon, sur SGPI, alors sauf erreur, on n'a que le final, hein. C'est Ah soit. non, non, je suis sûre que vous avez... c'est parce qu'il y a plusieurs codes actes, hein. C'est certain. Tu vas avoir AC1, AC2, AC3. Tu dois avoir plusieurs types d'accompagnement. Eh ben, AC1, c'est la première année. Ouais, bah, AC2, c'est la deuxième. C'est l'entretien en cas de traitement au long cours. Oh, oui, mais pour que tu factures ton AC1, Et il le faut que tu TAC, aies les trois cycles. non, tu fais le TAC et tu factures l'AC2. Hmm, Ah, si, si, regarde sur Amélie, tu vas voir, il t'explique bien que tu factures ton cycle, enfin, tu factures ton code AC1 quand tu as fini ton cycle d'entretien. Oui, mais là, tu le commences pas au On est début. Tu mieux. commences directement à l'AC2. Moi, je l'ai fait, ça passe. Oui. En fait, tu vas faire ton acte AC2, là. De- C'est-à-dire que tu vas Oui. faire Écoute, je prends déjà. tu vas commencer par Et tu commences par. un entretien au long cours. Ah, parce que tu parles de ton cas là, excuse-moi. Ah, mais Oui, oui. hormonothérapie là, tu es avec ton En fait, je hormonothérapie. n'ai pas reprise dès le début. Je commence Ah par bon? l'entretien au long cours, Ah, d'accord. l'entretien d'observance. Ah, ok. OK? Et ça, la Sécu, ils veulent bien Oui, qu'on AC2, facture. c'est N+1 pour moi. Bah, AC1 alors. Non, je pense que c'est AC2, c'est N+1, c'est ça. C'est quand elle a pris déjà Curieux, hein. et qu'elle Allez. a peut-être bénéficié de l'entretien initial à l'hôpital, par exemple.
Ok, moi, j'avais pas compris ça comme ça, mais moi, je En commençais tout par cas, moi j'en ai l'apprenti. discuté avec les gens de la CPAM. Mhm. Je pense pas qu'il faut avoir facturé la C1 pour faire la C2. Moi, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Alors, moi, je reprenais. Non, non, mais je pense que, enfin, je vais l'essayer tout de suite, mais je pense qu'on peut Ah ben, facturer la ils te C2. bloqueront pas. Non, mais ils te bloqueront pas. C'est que quand ils mettront le nez dedans, on verra ce que ça donne. Mais tu pourras te justifier à ce moment-là. Mais si tu veux, pour eux, t'as un tac, la première fois que tu vas facturer, ben, globalement, enfin, moi, j'attends pas un an, hein, bien entendu. Hein, c'est dans les mois qui suivent, le temps que je les vois deux, trois Bah, fois. toi, l'important, c'est que tu factures ce que tu as fait. Si tu as fait l'entretien Exactement. d'observance, Oui, oui, complètement. Mais ça m'est jamais venu à facture l'idée, ton moi, si tu entretien veux. d'observance. J'essaye de le faire là en ce Moi, j'ai moment. toujours pris depuis le début, en fait. Et par Ouais, contre, mais ce que je sinon, on sais, démarrera jamais, hein. et, Sinon, on et- démarrera jamais. Donc là, je propose de démarrer comme ça. On en a discuté. Je pense qu'il faut démarrer comme ça. mais avec les en cours, pourquoi pas, effectivement, hein, ça permet peut-être Avec les patients en cours. Sinon, on n'y arrivera de pas. coincer, tout à fait. Donc, entretien d'observance sur la méthodo. Donc, je reviens pour Evelyne, je crois que c'est ça. Bon, je ne sais plus où je suis. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils sont assez, par contre, là-dessus, ils vont nous retoquer. C'est si vous faites la C1, vous les voyez deux, trois fois là, dans les premiers mois où vous les suivez, vous faites votre facturation bah, aujourd'hui, par exemple, le 20 novembre 2024. La C2, vous le facturerez que le 20 novembre 2025, pas avant. Ah oui, ça oui. Bah, Voilà. ça, c'est normal. Oui, oui. Pourquoi pas Mais démarrer par la C2? De toute façon, la Sécu, à la limite, elle va dire, bah, tant mieux, ça nous coûte moins cher et vous suivez. en fait, l'important à un moment donné, c'est de démarrer. Donc, pour Evelyne, Mais oui. aujourd'hui, si cet après-midi, l'idée, c'est de commencer. Alors là, je reviens sur le PowerPoint, à évaluer un peu les patients plutôt sympas, plutôt voilà, qui prennent voilà, de la romazine, du Femara, enfin, et de regarder, d'évaluer le potentiel déjà que ça peut faire, hein, parce que s'il y a 30 boîtes par mois, c'est pas négligeable en termes de rémunération aussi, et de dire, eh ben, je vais faire, si c'est des entretiens depuis plus d'un an, je vais faire je commence par mon entretien de suivi. Évidemment, si c'est un entretien initial, on va dire de la première année, alors là, je ne vais pas monopoliser la parole, on le fera à une autre réunion, la méthode de l'autre entretien. Mais dans tous les cas, quand vous voulez faire un entretien, il faut que vous ayez un objectif. Là, l'objectif, c'est de vérifier le bon usage, l'observance, éventuellement la tolérance, parce que c'est toujours ça qui empêche, enfin, c'est souvent ça qui empêche l'observance et de poser des questions bah, qui vont au téléphone. Ça peut être facile hein, de dire comment ça se passe avec votre traitement, quand c'est que vous le prenez, est-ce que ça vous arrive de l'oublier, est-ce que ça vous est arrivé d'en manquer. Et là, il faut que l'équipe entière, elle s'y mette aussi, hein. Il faut que l'équipe entière, elle dise, bah, vous prenez ce traitement depuis longtemps, eh bien, on doit s'assurer que tout se passe bien pour ce traitement. Ça vaut le coup, du coup, si je peux me permettre, Félicia, d'identifier les quelques médicaments que vous avez en hormonothérapie et de Ouais, mettre des commentaires bloquants de manière à ce que qui que ce soit qui serve cette patiente, elle pense à lui dire et à valoriser l'entretien. Voilà. Ça peut vous aider, vous aussi, Evelyne, parce que vous n'êtes pas toujours au comptoir. Et si vous ouais. embarquez l'équipe, elle sera contente hein, qu'on fasse un point là-dessus en disant, voilà, nos autorités nous l'ont demandé, et là, notre URPS nous demande de vraiment nous focaliser sur celles qui sont déjà en cours. Voilà, comme on se connaît un petit peu. Enfin, normalement, ça devrait, auprès des patientes, en tout cas, et de votre équipe, c'est feu vert. Oui, et c'est vrai que, alors, là aujourd'hui, il faut le faire sur le Princeps, sur votre génériqueur 1, et puis sur le 2, le 3, le 4, le 5. Donc, si vous avez un stagiaire de quatrième année en janvier, vous lui faites mettre sur, sur tous les produits de toutes les marques l'annonce proposait un entretien pharmaceutique. Vous pouvez le faire sur la ventoline en même temps, on vous expliquera après, ça marche. Non, mais voilà. Donc, du coup, c'est vraiment je pense que quand vous aurez compté le nombre de patientes sous hormonothérapie que vous avez,
que vous allez essayer de facturer la C2, je pense que vous allez trouver que c'est rentable pour s'assurer de l'observance. Oui. Et en plus, ça vous resitue dans votre rôle. Voilà. Donc maintenant, Attends, Félicia, on a une question d'Aurore qui demande comment vous gérez le consentement quand l'entretien se passe au téléphone. ah bah, il faut lui demander, lui dire que la France est un grand pays administratif. Alors ça, je voulais marquer parce que je vous ai fait l'entretien 1 quand même. Ah, super. Dans le PowerPoint, si tu peux descendre. Alors moi, je leur dis que la France est un grand pays administratif et que donc cet entretien, je vais devoir bah, le justifier auprès, voilà, il est là, l'entretien initial, voilà, vous avez la fiche au milieu que j'imprime quand je fais le TAC en général. Elle est à imprimer quand on fait le TAC. Oui, je pense que c'est l'équipe qui va la remettre, cette feuille, en fait. Ça. Donc en fait, il faut dire qu'on l'imprime quand on fait le TAC. C'est ça. Quand on prend le rendez-vous ou Oui. qu'on donne la Et petite qu'on fiche prend le rendez-vous. Par contre, on la fait pas signer peut-être directement quand on fait le TAC. Moi, je la fais signer plutôt dans l'entretien. Ou alors, à la fin de l'entretien, je dis, ben, la prochaine fois, on vous fera signer le... Et à ce moment-là, je mets un petit message ou quoi. On vous fera signer Parce que la France est un grand pays administratif et qu'on a besoin d'un document qui atteste qu'on a bien fait cet entretien. Et en général, ça passe très bien. Alors pour les gens voilà, ça peut être aussi de dire, bah, il faut que vous soyez d'accord pour que je transmette des informations à votre médecin si besoin, ou que vous le marquiez si vous êtes pas, si vous voulez pas que je le fasse. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un engagement écrit de votre part. J'ai besoin de cette signature et en général, je signe aussi. Donc du coup, en même temps. Donc comme ça, bah, ça passe. Voilà, je vais m'arrêter là. Si ça vous dit, est-ce que vous êtes d'accord si en janvier on refait l'entretien numéro 1, par exemple? Oui. Voilà. Et là, si vous voulez bien, vous faites les entretiens observance et on essaye voilà, de passer de 0 à 100 pour le 15 décembre ou le 18 décembre. Ça serait merveilleux qu'à la Sécu, ils aient un pool enfin, il voit qu'il y a quelque chose qui a bougé par rapport aux entretiens. Et- Est-ce que, alors, qui c'est cette fois, je redemande, et si vous avez besoin de plus de renseignements, ben, je pense qu'on peut essayer de refaire avant cette partie-là, entretien d'observance. Là, je voudrais qu'on avance sur autre chose, mais si vous voulez qu'on refasse une petite séance de trois quarts d'heure, une demi-heure, eh ben, on peut refaire. Parce que là, c'est vrai que je suis allée un peu vite, mais l'idée, c'est vraiment de se lancer. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez juste lever la main pour dire, enfin, vous savez, lever la main sur l'ordi là pour voir qui c'est qui se sent ou qui a commencé ou qui se sent, voilà, de challenger là. On fait pour lui. Oui. Bon. Marina aussi, ouais. Bon, super. Audrey, ok. Bon. Bah, super. Caroline. Caroline, pas de Caroline. Ça irait. Bon, voilà, Ouais, non, ceux bien, qui ça va. peuvent se lancer, on l'essaye. Et vraiment, je pense que cet entretien observance, et puis ça peut entraîner toute l'équipe aussi, hein, c'est intéressant pour toute l'équipe de se dire on va s'intéresser à l'observance du patient. Voilà. Et donc maintenant, je laisse la parole à qui alors à... Mais plutôt à Florian parce que je voudrais pas lui faire subir de l'homéopathie en fait. Non, je plaisante. Non, Alors non, à mais Florian. Et moi, je après, subis, ben, moi, je on subis fera rien du du coup à tout. Non, l'occasion. non, c'était une blague entre nous, c'est pour ça. Ok, Alors moi, ok. juste, je rajouterai une question sur la partie de Félicia. C'est depuis quand vous avez commencé? Parce que, bon, si c'est une histoire de moi, c'est pas grave. On a toujours aujourd'hui
un certain nombre de patientes qui sont traitées depuis plus de 15 ans par hormonothérapie Ah parce oui. que le généraliste reconduit, la patiente n'a pas vu d'oncologue depuis la cinquième année d'hormonothérapie, donc on a 10 ans sans consultation chez l'oncologue et l'hormonothérapie persiste. Il n'y a aucune recommandation. Au maximum, c'est 10 ans, mais pour l'instant, c'est toujours 5 dans les référentiels. Donc, soyez vigilants là-dessus. Il n'y a pas de protocole en cancérologie où on met les patients sous hormonothérapie dans leur cas de leur cancer, quel que soit le stade, pendant 10, 15 ans d'hormonaux. Certaines ils le sont depuis leur 50e anniversaire et on est en train de fêter leurs 80 ans, quoi, hein. Ah Donc ouais, soyez merci. vigilants, hein, parce que ça massacre quand même les os, tout ça, hein. Ouais. Ah oui, et Du coup, puis c'est voilà. une Et ça, belle c'est dans porte l'entretien de d'entrée. recueil, on verra la prochaine fois, on verra les recommandations par rapport à la vitamine D, etc., etc. Ben, du Ok, coup, c'est une super j'enregistre porte la d'entrée, hein, question. Oui, complètement, pour Nathalie. l'équipe, pour dire il y a une vigilance particulière sur l'hormonothérapie. Du coup, est-ce que voilà, on peut enclencher le voilà. Enfin, je dis ça pour Evelyne et son équipe. Oui, oui. Non, non, mais là, déjà sur l'observance, je pense qu'on commence par l'observance et c'est vrai de surveiller depuis quand je le rajoute et dans le document que je rajoute, que je mettrai sur le site, il y aura cette question. OK? Parfait. Hop. Alors, moi, je vais vous parler un peu du cancer du sein. Euh, Vous stratifiez un peu les différentes possibilités et puis on fera un cas clinique qu'on a eu récemment avec de l'hormonothérapie, mais pas exclusivement de l'hormonothérapie. Donc, hop. Donc, c'est une patiente de 83 ans, 50 kilos, 1,60 m. Elle vit à son domicile avec son époux et son cancer du sein, il est RH+, HER2+, une seule fois. Alors, RH+, c'est pour dire qu'elle est hormonosensible, donc on peut être sensible aux oestrogènes, à la progestérone, à un des deux ou aux deux. Et le fait d'être sensible aux hormones, c'est plutôt un cancer de bon pronostic. Les hormonosensibles sont généralement de meilleurs pronostics que les autres types de cancers. Et puis après, on va chercher un certain nombre d'anomalies moléculaires dans les cancers du sein en systématique pour pouvoir stratifier sur le plan anatomopathologique le type de cancer, puisqu'en fonction du type de cancer du sein, on n'aura pas les mêmes stratégies thérapeutiques et aussi pas le même pronostic pour les patients. Donc, on fait globalement euh, les trois grands critères que l'on recherche, c'est est-ce qu'on est hormonosensible ou pas? Est-ce que la surexpression d'HER2 est très importante, importante, faiblement importante ou non exprimée? Puisque si on est HER2 très fortement exprimé, ben, on aura certains médicaments qui sont spécifiques pour cela. Pour les cancers du sein avec faiblement ou modérément, qui expriment faiblement ou modérément HER2, on aura certains médicaments. Et pour ceux qui n'expriment pas HER2, on aura d'autres médicaments. Après, on cherche le gène BRCA. Le gène BRCA, c'est une anomalie qui empêche finalement la réparation de l'ADN, chose qui est normalement opérationnelle dans nos cellules et ça nous permet justement de conserver l'intégrité de notre ADN. Bon, mais il peut y avoir des mutations sur ce gène et en fonction de cette mutation, si elle est présente ou pas, là, pareil, on a certains médicaments disponibles. Le gène BRCA, c'est vulgairement appelé le gène Angelina Jolie, hein. C'est parce que Angelina Jolie avait la mutation de BRCA qu'on lui avait enlevé de façon précoce les seins, puisqu'elle ne voulait plus avoir d'enfants, afin d'éviter le risque de développer un cancer du sein. Donc, c'est un peu ces trois grandes mutations. Et puis, on va aussi des fois chercher le statut, la surexpression de marqueurs de l'immunité pour savoir si on pourra faire ou pas une immunothérapie. Ça, c'est les critères anatomopathologiques. Les autres critères que l'on va regarder, bien évidemment, c'est est-ce qu'il y a des ganglions qui sont atteints et ou des métastases, puisque en fonction, on pourra se retrouver soit en situation adjuvante, quand il n'y a que un faible nombre de ganglions atteints,
et ou en situation métastatique quand on a des cellules de cancer du sein qui sont allées se fixer sur d'autres organes dans le corps. Et là, pareil, en fonction du stade de la maladie, les stratégies thérapeutiques sont différentes. Et on regardera aussi, bien évidemment, est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est un premier cancer ou est-ce que c'est une récidive d'un cancer que la patiente aurait déjà eu? Donc, globalement, on peut dire que c'est un cancer de la femme, puisqu'il n'y a que 1% des cancers du sein qui sont des cancers qui ont lieu chez l'homme. Et quand ça a lieu chez l'homme, c'est plutôt de mauvais pronostics pour monsieur, un cancer du sein. Donc, chez cette patiente, on est dans le cas d'une récidive d'un cancer du sein. Avec une patiente hormonosensible, avec une faible expression d'HER2 et pas de mutation de BRCA. Donc, on est dans la situation classique dans les cancers du sein en récidive ou localement avancés et ou métastatiques, où aujourd'hui, la première ligne de traitement, c'est un inhibiteur de CDK4/6. Donc, il y en a trois qui sont commercialisés, le palbociclib, le ribociclib et l'abemaciclib. Le palbociclib était le premier à être commercialisé, mais il n'a jamais eu de données de survie globale. Donc, globalement, il n'est plus vraiment utilisé. Bon, vous pouvez aussi le retrouver chez des patientes qui ont un cancer du sein à des âges très très avancés, puisque bon, passé un certain âge, la survie globale n'est plus vraiment un critère intéressant pour nos patientes. Mais aujourd'hui, les deux que l'on peut retrouver, les plus prescrits, c'est le ribociclib Kisqali et l'abemaciclib Verzenio. Ces médicaments vont se voir remonter en, dans les stratégies thérapeutiques, puisque jusqu'à présent, c'était localement avancé et ou métastatique. Et maintenant, vous allez en avoir prescrit sur des durées courtes, 2 ans normalement, euh, pour les cancers du sein adjuvants à très haut risque de récidive. Donc, en fait, c'est pas, les gens n'ont pas encore de métastases, etc. Mais au regard du profil anatomopathologique du cancer, on est à très haut risque. Et pour limiter ce risque de récidive, toujours dans les hormonosensibles sans expression ou faible expression d'HER2, on pourra prescrire en adjuvant ce type de médicament. Qui dit hormonosensible dit hormonothérapie. Donc, à 83 ans, on peut sans problème penser que madame est ménopausée. Donc, quand on est ménopausé, l'hormonothérapie qui doit être prescrite, c'est un inhibiteur de l'aromatase. Donc, l'étrozole, c'est parfait. Et après, vous avez le choix pour les médecins entre ribociclib et abemaciclib. Donc ici, on a prescrit, enfin, l'oncologue a prescrit létrozole 2,5 en milligrammes jour en continu, ribociclib 600 milligrammes jour, 21 jours sur 28. Est-ce que vous savez quels sont les examens obligatoires à faire pour l'introduction du ribociclib? Oui. Je vous écoute. Et s'il m'a rappelé. Alors attendez, je vais mettre le chat parce que là, si vous mettez dans le chat les réponses, ben forcément, je ne vais pas voir. Hop là. Alors, hop. N'ayez pas peur, il n'y a pas il y a pas vraiment de piège, hein. La NFS, oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Bah, enfin, alors, ok, dans tout type de cancer, on fait NFS, ok. Mais est-ce que là, il y a une raison particulière? Est-ce que vous savez? Est-ce que déjà vous avez une idée de qu'est-ce que ça fait d'inhiber, pardon, CDK4/6? Alors, inhiber, pardon, CDK4/6, ça veut dire inhiber le cycle cellulaire. C'est-à-dire qu'on va bloquer et empêcher la prolifération des cellules, et notamment des cellules à prolifération rapide. Et donc, en effet, les polynucléaires neutrophiles donc, sont
des cellules de l'immunité qui sont à prolifération rapide. Et donc, en effet, le ribocyclib va bloquer la prolifération de nos polynucléaires neutrophiles et donc induire des neutropénies. Euh, et et c'est la raison pour laquelle on le prend 21 jours sur 28. Si on le prend, le ribocyclib en continu, deux patientes l'ont fait dans notre cohorte sur la Timone et les deux patientes sont finies à la morgue parce qu'elles ont fait 5 semaines consécutives de ribocyclib et on n'est jamais arrivé à récupérer leur défense immunitaire. Donc la pause d'une semaine, elle est vitale. Quel est l'autre examen à faire? Alors oui, c'est le bilan hépatique, il faut l'avoir pour avoir une baseline. Vous savez que bon, la toxicité hépatique est non prévisible et donc avec un pic entre le 10e jour et la fin du premier mois de risque de cytolyse hépatique. Mais on peut dire que celui-là, le bilan hépatique n'est pas spécifique à ces médicaments-là. Il faut qu'il soit fait en systématique. La fonction rénale, alors c'est bien d'avoir une créate de base parce qu'en effet, on pourrait avoir des effets de pseudo ou de fausse insuffisance rénale, mais c'est juste, voilà, c'est comme les bilans hépatiques, c'est toujours important quand on attaque un nouveau traitement d'avoir une baseline. Et donc oui, Stéphanie, c'est bien un ECG puisqu'en fait, on a des risques d'allongement du QT avec le ribocyclib. Et c'est pas un effet de classe, c'est bien un effet euh, spécifique à la molécule. On fait deux ECG, alors on les fait en hôpital de jour chez nous, hein, mais on le fait à J0 et à M. Ça, c'est bien écrit dans les RCP, c'est non négociable. Alors, patient. Ah, attendez. Oh, punaise, c'est un. Attendez. Oh, alors, d'où l'importance d'habituer la patiente à vous donner sa bio, car cela vous aidera pour recommander le médicament et à mettre en place un circuit de commande sécurisant pour la patiente. Dès que le labo donne le résultat des PNN, vous le recevrez et si c'est le PR1, vous recommandez. Donc oui, en effet, c'est aussi un filtre que la bio soit lue pas que par l'oncologue et sachant qu'après ce qui se passe c'est régulièrement si les PNN sont trop bas on décale la reprise du ribocyclib d'une semaine, ben, c'est pareil, d'une semaine, et c'est à ce moment-là que les patients commencent à se dérégler parce qu'en fait, elles décalent d'une semaine, mais elles continuent globalement à aller à la pharmacie toujours tous les 28 jours par rapport à la première ordonnance. Donc, elles ont du stock à la maison et elles se retrouvent avec la possibilité d'enchaîner deux cures consécutives et les deux fois ça s'est produit comme ça. Les patientes avaient du stock à la maison et elles ont, dû à des problèmes de neutropénie au cours des cures précédentes et hop, elles ont fait 5 semaines d'affilée et ça s'est très mal terminé. Donc, les autres traitements de la patiente, ben, la patiente a laissé sous simvastatine 20 mg le soir, Cardégique 1 le midi, Primpéran 10 mg matin, midi et soir, Forlax si besoin, Zofren 4 matin, midi et soir et Xanax 0,25 matin, midi et soir si besoin. Par rapport au fait qu'elle soit sous Kisqali, sous létrozole, avec ses traitements, quelles questions vous pourriez poser à la patiente? Alors bon, là, j'ai mis une liste, mais qui n'est pas exhaustive, hein. Mais vous, qu'est-ce que vous auriez envie de poser comme question à cette patiente? Là, on peut imaginer qu'on simule un entretien d'introduction, hein. Alors, on peut faire les grandes lignes et comme ça, lors de la prochaine session, Félicia vous donnera bien la méthodologie Amélie, mais là, on peut commencer un peu à voir les différents aspects à aborder au cours de cette session-là. Donc, on considère qu'on a la bio. Ça, c'est bien. La patiente, elle a bien fait son ECG. Elle a bien eu un QT non pathologique, donc c'est-à-dire inférieur à 405, un QTC, pardon, non pathologique, donc avec une valeur inférieure à 450 millisecondes.
quelles sont les questions, les informations que vous voudriez avoir? Mamie, elle a 83 ans quand même, hein. Hop. Ouh là là. Ah, 6 douleurs articulaires. Alors là, c'est carré. Là, on rentre directement dans les données. Donc, oui, en effet, si la patiente a déjà des douleurs articulaires avant d'attaquer l'hormonothérapie, ça sent le roussi pour la suite, oui. Mais alprazolam, non? Elle le prend tout le temps, ça? Alors, comment vous gérez l'alprazolam, ok. Mais de façon globale, de quoi vous avez quand même besoin à l'introduction? Oui, il y a tout ce qui est, il y aura tout ce qui est automédication et médecine complémentaire. Ça devrait être abordé. Mais si on reste alors, le coupeur de feu, s'il n'y a pas la radiothérapie, je suis pas sûr que ce soit réellement indiqué en première intention. Mais par contre, en effet, si elle va avoir des praticiens hors médecine allopathique, oui, c'est bien de le savoir. Est-ce qu'elle est seule? Donc, on sait qu'elle vit au domicile avec son mari. Le poids, 50 kilos, donc elle n'est pas épaisse, je suis d'accord. Non, réfléchissez comme les pharmaciens. Généralement, oui, oui, d'accord. Oui, oui, je suis bien d'accord, le goût pour les charlatans. Euh, Globalement, il faut avoir quand même comme réflexe de façon globale, c'est Qui lui c'est prescrit est-ce que les médicaments qu'elle a, est-ce que réellement ils ont une raison d'exister, hein? Ben oui, les deux trucs antiemétiques. Donc, en effet, est-ce que la patiente a des antécédents cardiovasculaires? Est-ce qu'elle a en fait, récupérer à l'entretien, hein, il faut essayer d'initiation, il faut essayer d'avoir quelques informations quand même sur les comorbidités, puisque là, ben, je vais vous dire que la patiente, elle n'a aucun événement cardiovasculaire, donc pas d'AVC, pas d'infarct, pas d'AOMI dans son passif. Je vous rappelle qu'elle fait toujours 50 kilos pour 1,59 m. Donc, qu'est-ce que cela pourrait-il vous soulever comme question? Maintenant que je vous ai dit qu'on avait ça comme comorbidité antécédent. Donc finalement, on est dans quel type de prévention cardiovasculaire? On est en prévention primaire. Donc en effet, en prévention primaire, on peut se poser la question de la pertinence à la fois du cardégique et de la statine. Donc finalement, est-ce qu'on n'a pas un bilan lipidique pas trop enfin récent pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire à côté. Est-ce qu'il faut tous ces traitements ou pas? Euh, Et ça, c'est un peu un réflexe. Au même titre, réflexe mis sous anticancéreux. Ceux-là, en plus, ils ont un potentiel de diminution de l'immunité. On pense vaccination. On en est où de la grippe, si c'est la saison? On en est où du pneumocoque? On en est où du zona? On en est où du DTP? Parce que derrière, ça veut dire que tout ça, vous allez pouvoir, vous, en vous assurant que la patiente rentre bien dans les critères de santé publique, générer du chiffre d'affaires intelligemment pour l'officine. Vous générez du chiffre d'affaires en améliorant l'état de santé de vos patients puisque vous les mettez en adéquation avec les recommandations en vigueur. Donc, ça, on a vu. Prenez-vous des médicaments sans ordonnance. La phytoméoaroma, on l'a vu. Et pensez aussi au régime particulier. Parce que si vous avez des patients aujourd'hui qui... alors oui, mais c'est pas parce qu'il n'est pas dispo à la pharmacie qu'il n'est pas dispo en rétrocession, hein, pour ce qui est du zona, hein. Euh,
Parce qu'en fait, vous allez avoir des patients, donc notamment avec les anti-CDK4/6 et d'autres cas de médicaments, vous allez avoir des risques justement de diarrhée. Et aujourd'hui, vous avez plus, alors à 83 ans, peut-être pas, mais vous avez des patients de cancer du sein qui sont plus jeunes. Ben, tous ceux qui ne mangent plus que des fibres, des graines, etc., ben, c'est des gens, quand on va les mettre sous type de traitement, ils vont avoir plus de diarrhée que les autres. Donc, il va falloir voir avec eux pour améliorer la tolérance, leur régime alimentaire, pour éviter que on doive baisser la dose ou arrêter le traitement pour notamment problème à type de diarrhée. Et puis après, vous avez des choses un peu plus anecdotiques, mais vous avez certains patients qui sont accros à l'ail pour leurs problèmes cardiovasculaires et qui se font une cuillère à café d'ail matin, midi et soir. L'ail, à ces quantités-là, est un puissant inhibiteur du 3-4. Bien évidemment, je vous parle pas de j'ai piqué le gigot ce week-end avec des gousses d'ail et j'ai mangé un peu d'ail dans mon gigot. Hein. Voilà, pas, ces patients-là, il faut leur laisser bouffer de l'ail, du gigot à l'ail, gratter leurs croûtons sur la salade avec de l'ail, etc. Hein. Moi, je vous parle de ceux qui bouffent une cuillère à café d'ail matin, midi et soir pour leurs problèmes cardiovasculaires. Pareil, vous avez des personnes qui bouffent, qui mettent du curcuma dans tout ce qu'ils ont, dans tous leurs plats. Bon, quand c'est en quantité astronomique, il va peut-être falloir lever le pied en fonction de certains médicaments. On arrive en période de Noël, les ventes de tisanes de Noël explosent. La tisane de Noël, c'est un concentré de curcuma, de gingembre et de cannelle. Tout ça, bien évidemment, a des propriétés inhibiteurs du 3-4. Alors, une tisane par semaine, bien évidemment, ce n'est pas problématique. La tisane tous les jours, ça pourrait devenir plus problématique. Donc, proposer des alternatives à chaque fois. Hein. Bien évidemment, l'objectif, c'est pas de dire non et de pas apporter de solution à côté. C'est dire, bon, bah, on va essayer de contourner ce problème-là. Qu'est-ce que vous aimez en parallèle? Et hop là, on leur propose de la verveine, par exemple, du thym, qui sont moins à risque. La verveine, c'est top pour ça. Hein, il n'y a pas de risque. Donc, Félicia vous en a parlé. Vous avez les fiches sur Oncolien qui sont à la fois fiches professionnelles de santé pour vous former sur la molécule quand vous la connaissez pas, qui est structurée, donc indication, posologie, comment on adapte, est-ce que c'est métabolisé par les cytochromes, si oui, par lesquels, est-ce qu'il y a des adaptations spécifiques à des terrains particuliers. Voilà, donc ça vous permet de vous familiariser avec les molécules. Maintenant c'est dommage. Et donc, maintenant que vous avez vu ça, que vous voyez que c'est fortement inhibiteur du 3-4, quel problème on va avoir avec ces autres traitements? Quel problème allons-nous rencontrer, sachant qu'on sait maintenant que le ribociclib est un inhibiteur puissant du 3-4? Alors non, le primpéran, c'est pas problématique. Oui, la simvastatine. La simvastatine est très fortement métabolisée par le 3-4. C'est même l'une des statines qui est le plus métabolisée par le 3-4. Quand vous allez sur le site DDI Predictor, hop là, voilà, et que vous faites l'association ribocycline-simvastatine, vous avez une augmentation de l'exposition en simvastatine d'un facteur 7. Donc, il va falloir nous avons donc deux stratégies qui s'offrent à nous. Retourner voir le cardio et lui dire, ben, en prévention primaire, à 83 ans, 50 kilos et un bilan biologique avec du cholestérol qui est plutôt satisfaisant, on s'oriente plutôt sur un arrêt de la statine. On est en prévention secondaire, on serait en prévention secondaire avec un risque, avec une atteinte de type AVC, infarctus. Là, c'est quand même compliqué de faire en sauter la simvastatine, la statine, pardon, en prévention secondaire. Donc là, plutôt s'orienter vers la rosuvastatine parce qu'elle est pour le coup faiblement métabolisée et notamment, elle était très utilisée chez les patients atteints de VIH pour justement ne pas y avoir d'interaction médicamenteuse entre les antirétroviraux et la rosuvastatine.
Donc, bien évidemment, on ne se contente pas d'appeler le médecin en lui disant, parce que si vous remplacez la simvastatine par la torvastatine, bon, vous n'allez pas vraiment solutionner le problème, hein. Donc, on y va en tant qu'expert du médicament et en proposant des solutions. Et donc, oui, si on multiplie par 7 le risque, enfin, l'exposition en simvastatine, on s'expose à des toxicités musculaires. Elle fait déjà que 50 kilos, donc il y a de fortes chances que mamie, elle soit déjà atteinte de sarcopénie. Donc, on risque d'augmenter son risque de chute si par-dessus, on lui fait des douleurs et des atteintes musculaires avec une surexposition en simvastatine. Voilà, ça c'est bon, ça on l'a vu. Donc ça c'est toujours, je reviens sur la fiche oncolienne, donc là c'est le détail des effets indésirables. Donc il vous a mis les effets indésirables fréquents et très fréquents pour savoir un peu ce qu'il faut repérer. Et vous avez également, vous voyez, des grades de 1 à 4 ou de 1 à 3 pour vous aider à savoir finalement si c'est des effets indésirables fréquents et de faible intensité, ou au contraire des effets indésirables fréquents avec un risque important de, de forme sévère de ce type d'effet indésirable. 15 jours après, elle se plaint de nausées persistantes. Comment vous allez réagir par rapport à ça? Je vous remets l'ordonnance. Quelle est votre attitude? Ça revient un peu avec ce dont vous parlez, Félicia, tout à l'heure. Oui, c'est tout à fait ça. C'est déjà, première question, qu'est-ce que la patiente fait avec son Primpéran et son Zofrène? Est-ce qu'elle prend tout? Est-ce qu'elle les prend pas tout? Comment elle fait, etc. Parce que déjà là, on pourrait avoir dans à peu près une chance sur deux des explications sur la survenue des nausées. Donc là, la patiente vous explique qu'elle prend que le Primpéran, justement, même s'il n'y avait pas marqué Zofrène si besoin, elle ne prend que le Primpéran. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme stratégie? Ou est-ce que vous posez d'autres questions aussi? Euh, Peut-être aussi adapter sa façon de manger par des petits repas. Alors, alors, avant d'aller si précisément, il y a deux questions. C'est comment elle organise ses repas dans la journée, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que les nausées ont induit une réduction d'apport alimentaire? Parce que là, comme ça, vous vous mettez déjà dans la philosophie de je suis en train de grader mon effet indésirable. Ce n'est pas le même problème de j'ai des nausées, mais ça ne me coupe pas l'appétit de j'ai des nausées et ça me coupe l'appétit. Parce que si ça me coupe l'appétit, je vais manger moins. Si je mange de moins, je perds du poids. Si je perds du poids et que je suis vieux, je vais me casser la figure. Et c'est finalement la cascade gériatrique traditionnelle. Donc, ayez bien ces questions. Qui dit nausées? Est-ce que vous avez modifié vos habitudes alimentaires et comment vous vous organisez? C'est vraiment les deux conseils à avoir. Et après, en effet, dans cette situation-là, la patiente, il y a perte d'appétit. Donc, arrêt du Primpéran et on bascule sur Zofrène. Mais vraiment, pensez, vous pensez effet indésirable, il faut que dans votre tête soit directement associé intensité de l'effet indésirable et répercussions. Et en plus, ça, si vous savez, vous retrouvez, vous ne savez pas quoi faire, non, non, ça sert à rien de prendre les deux en systématique, hein. Euh, et surtout, c'est imaginez-vous, vous êtes sur un effet indésirable que vous ne maîtrisez pas, où il faut absolument des prescriptions médicales pour gérer l'effet indésirable. Bon, et quand vous allez décrocher le téléphone et que vous allez appeler l'oncologue, que vous lui dites, il a tel effet et ça fait tel ou tel effet indésirable, et les effets indésirables sont de telle et telle intensité parce qu'il y a telle et telle répercussion, l'oncologue, la première chose qu'il va se dire, bon, ben, le pharmacien, il sait de quoi il parle. Imaginez-vous toujours, vous allez dire que je radote parce que je dis à chaque fois ça, vous imaginez, il y a quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit j'ai la diarrhée, démerde-toi. Bon, ben, vous vous rendez bien compte que ça et rien, c'est à peu près la même chose, quoi, hein. Vous n'allez pas faire grand-chose si juste vous savez qu'il a la diarrhée.
que vous allez devoir savoir si hier il n'a pas fait une plâtrée d'huîtres, etc., et que potentiellement c'est plutôt une intoxication alimentaire et donc rien à voir avec la thérapeutique. Est-ce qu'il y a de la fièvre associée? À quelle quantité il a la diarrhée, etc., etc. Alors oui, le Zofren maintenant sur les thérapies orales, alors vous le verrez pas souvent, mais sur les nausées et vomissements persistants, vous pouvez même quasiment avoir du Zofren en continu. L'histoire des 5 jours, c'est surtout quand c'est de l'injectable, parce qu'en fait, le corps, il récupère. Mais quand c'est du continu, bah oui, oui, vous pouvez avoir des prescriptions de Zofren en continu pour ceux qui sont traités en continu, notamment avec les thérapies orales. Ça, on a vu, ça, on l'a vu. Petit. Voilà, aussi pour les nausées, pardon, je vous ai pas dit, est-ce qu'il y a eu vomissement ou pas? Parce que s'il y a vomissement, bon, forcément, c'est plus sévère que s'il n'y a pas. L'organisation des antiémétiques. Est-ce que vous prenez d'autres choses? Donc là, c'est toujours, ayez bien en tête, parce que là, le gingembre, ça peut y aller largam à nu, et le gingembre et ribocyclibre, ça va pas faire bon ménage. Le gingembre, c'est un inhibiteur du 3 à 4. Et le ribot, c'est à la fois inhibiteur du 3 à 4 et à la fois substrat du 3 à 4. Et également, quand surviennent-elles? Est-ce qu'elles surviennent à proximité des repas, à distance des repas? Est-ce qu'elles sont plutôt matinales? Est-ce qu'elles sont aléatoires ou est-ce qu'elles sont plutôt le soir? Si elles sont plutôt le soir, comme le traitement étant une fois par jour, eh bien, peut-être proposer de prendre le ribocyclib le soir parce que de façon totalement empirique, j'ai pas d'études ni quoi que ce soit à vous montrer, mais tout le monde s'accorde pour dire que quand les nausées sont le soir, eh bien, le fait de prendre le traitement le soir, ben, probablement le fait d'aller coucher et dormir, ça réduirait l'incidence des nausées. C'est purement empirique, ça a essayé, ça n'a aucun impact sur l'efficacité du traitement, puisque c'est en une fois par jour. Donc, vous pouvez dire, si elle le prenait le matin, qu'elle avait beaucoup de nausées, surtout dans la matinée, bah, essayez de le prendre le soir et voir si ça se passe pas mieux. Voilà. Et voilà, je vous ai remis les façons, comment on grade les nausées, comment on grade les vomissements. Je donnerai le diaporama à Fabienne, donc vous les aurez. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir s'il y a perte d'appétit ou pas, modification des habitudes alimentaires ou pas. Tout ça peut être posé par n'importe quel professionnel de la pharmacie pour arriver à cibler les répercussions des nausées sur la vie du patient et et il en est de même pour les vomissements, pour les diarrhées, etc. Voilà. Et pour ceux qui pour celles qui sont ouvertes à l'homéopathie, ne pas hésiter à proposer ce type en complément d'eux et pas à la place du Zofren, parce que là, c'est tellement dilué que qu'il n'y a pas de risque d'interaction avec la thérapeutique. Et des fois, on sait que la psychologie a un impact important sur la gestion des effets indésirables. Donc, je préfère largement qu'on propose de l'homéopathie que du gingembre. Bien évidemment, c'est beaucoup plus à risque que le gingembre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est tout clair? Donc, vous voyez sur des effets indésirables fréquents, bon, ben, finalement, vous êtes tout à fait à même de gérer et d'orienter les patients, sachant que, voilà, que ce soit évaluer l'intensité, évaluer le comportement des patients, proposer des alternatives pour la gestion. Vous avez toutes les connaissances et les compétences pour aiguiller vos patients quand ils sont traités par ce type de médicaments. Alors, une liste, non, mais un site que vous pouvez, alors une application qui s'appelle About Herbs, téléchargeable maintenant a priori également sur Android et pas que sur l'Apple Store.
C'est fait par le MSKCC. Le Mhm. MSKCC, c'est un peu le temple de la cancérologie aux États-Unis. Et vous avez des fiches au même format que les fiches RCP du médicament, avec pour la plante les propriétés pharmacodynamiques, pharmacocinétiques, les effets indésirables que ça génère, les interactions que ça provoque, et en cas de surdosage, quel type de problème ça peut induire. Et sinon, c'est sur Internet, MSKCC pour Memorial Sloan Cancer, c'est Sloan Kean Cancer Center. Hop là. Vous tapez MSKCC plante et vous tombez sur le site pour Internet. Je ne recommande plus, alors là, je ne vous recommande plus Edrine parce que ce n'est plus actualisé depuis de très nombreuses années. Clairement, hein, si je vous ai parlé que des effets indésirables du ribocyclib, c'est que les effets indésirables de l'hormonothérapie, ça, c'est rarement au cours du premier mois de traitement. C'est plutôt sur les longs, quand on a dépassé les 6 mois de traitement, hein. Et du coup, pendant que vous réfléchissez à d'autres questions, ce qu'on peut faire, Florian, pour 2025, Mhm. c'est en janvier faire une autre réunion sur la méthode de l'entretien, c'est-à-dire la suite de mon PowerPoint. Je vous le mettrai d'ores et déjà, Fabienne vous le mettra sur le site où vous avez toutes les questions pour l'entretien de recueil finalement et le bilan médicamenteux, les outils pour le bilan médicamenteux qui là sera un bilan partagé de médication, mais bon, voilà. Et qu'on verra peut-être en janvier le déroulement pratico-pratique du premier entretien, et peut-être en février faire une réunion sur les effets indésirables, comment grader les effets indésirables typiquement. Voilà, si vous êtes d'accord, ce qu'on peut vous proposer pour janvier et février, c'est janvier, entretien de recueil, en fait, hein, premier entretien, et février, grader les effets indésirables. Sachant que on a une thèse pour ceux pour ceux qui veulent, d'Emmanuel Legge et que voilà qui est disponible sur le site. On vous mettra un lien si vous voulez. On vous mettra le lien de à bout de Serbe aussi. Juste un petit mot pour avoir une analyse pharmaceutique complète qui intègre les pathologies, la bio du patient, etc. Vous savez que si vous adhérez à la SFPC, et vous savez que donc l'adhésion c'est 75 euros, hein. Donc si vous adhérez si vous devenez membre de la Société française de pharmacie clinique, bah, c'est super parce que ça fait beaucoup d'officinaux et vous avez un assistant d'analyse pharmaceutique à disposition dans lequel vous allez pouvoir renseigner le poids, la bio, les antécédents de la patiente et ça vous sort une synthèse complète. Alors, et Théo, vous sous-entendez quel type? Est-ce que vous parlez de la DPD pour le Xéloda ou vous parlez d'autres tests biologiques? Alors non, alors attention, hein, la DPD, si c'est la première dispensation, c'est niet, le patient ne part pas avec les traitements. Là, vraiment, pour le coup, c'est parce qu'il y a des décès associés aux patients chez qui on n'a pas évalué le déficit en DPD, puisqu'un déficit sévère en DPD, c'est à très haut risque de toxicité sévère, voire très sévère pour nos patients. Donc, DPD, c'est obligatoire d'avoir écrit sur l'ordonnance, résultat pris en compte en fonction de l'uracilémie ou au test, enfin je suppose qu'on vous marque plutôt test DPD effectué, mais ça non, ça pour le coup c'est bloquant et il n'y a pas d'urgence. Enfin, qu'on soit bien clair, dans les tumeurs solides, notamment les tumeurs traitées avec la capécitabine, il n'y a pas d'urgence vitale à commencer le traitement dans les 2, 3, 4 jours qui suivent la prescription.
Bon, c'est sûr, si vous me dites 3 mois, c'est autre chose. Mais il n'y a pas d'urgence vitale. Les seules urgences, globalement, le traitement, il est démarré à l'hôpital chez nous et pas en ville, hein. Donc, voilà, ne soyez pas inquiets. S'il y a un retard de 3 4 jours pour attendre que la DPD et les résultats étaient bien faits, mais non, c'est pour le bien de vos patients qu'il faut absolument qu'il y ait la mention sur leur dos, hein. Et a priori, il y a Jean qui a une question. Ou alors vous avez la main levée, mais pour autre chose. Bon, s'il n'y a plus de questions, on se redonne rendez-vous peut-être pour janvier, pour la troisième semaine ou la quatrième semaine de janvier. Et du coup, si vous avez des questions qui vous sont venues entre-temps, bah, on pourra les poser et peut-être qu'on passe du coup. Fred. Merci Florian. Donc c'est toujours. Donc je pense que si ça vous va, cette partie un peu pratique et puis un peu plus exploratoire, un peu plus connaissance, et une partie conseil associé. Donc Fred, Oui, bah, écoutez. maintenant, Alors voilà. moi, je vais juste replacer l'homéopathie en soins de support, puisque c'est vrai que dans ma pratique professionnelle, ben, quand je suis à bout de ressources pour soulager les patients, et si le patient est répondant, hein, pas seulement une histoire de croyance, ben, j'apprécie de pouvoir utiliser l'homéopathie. Alors, donc, on va voir rapidement la place de l'homéo dans les soins de support, son intérêt, et puis on va voir trois prises en charge sur les symptômes les plus courants euh, des traitements oncaux, c'est-à-dire stress, fatigue, mucite et nausées, vomissements. Donc, un petit rappel sur les soins de support. Donc, c'est l'ensemble des soins et du soutien nécessaires aux personnes malades atteintes de maladies graves, conjointement au traitement spécifique tout au long de la maladie lorsqu'il y en a. Alors, vous voyez sur le schéma, bon, les soins conventionnels, la plupart pharmaceutiques, médicamenteux, et dans les soins non conventionnels, ben, on retrouve l'homéopathie et ça passe aussi par les massages, l'hypnose, enfin tout ce qui va pouvoir assurer une meilleure qualité de vie possible pour les patients, tant au niveau physique, psychologique ou social. Et on va pouvoir prendre en charge divers symptômes qu'on va développer après. Alors, l'homéopathie est quand même la première thérapeutique complémentaire utilisée en France par les patients atteints de cancer, hein. Vous voyez que ça représente quand même 58%. Et l'avantage, j'allais dire le gros avantage de l'homéopathie, c'est que comme c'est un médicament, c'est délivré seulement en officine. Et l'avantage, c'est que le patient, bon, on va pouvoir soulager ses symptômes, mais il aura affaire à un professionnel de santé. Et ça, c'est vraiment incontournable pour suivre le patient. Donc l'homéo, vous voyez, ça peut être utilisé depuis l'annonce du cancer avec le choc émotionnel. On accompagne le patient avec tout au long de ses examens, par exemple les biopsies quand il y a suspicion de cancer. Ensuite, une fois que le patient a son traitement conventionnel, on va pouvoir prendre en charge ben, les douleurs articulaires, la fatigue, les nausées, les mucites, bouffées de chaleur, anxiété, etc. Et après le cancer, prendre en charge peut-être des effets rémanents et tout ça sur fond de fatigue et d'anxiété qu'on pourra aussi peut-être soulager avec l'homéopathie. Donc, l'homéopathie, ben, c'est une thérapeutique, c'est un médicament, d'accord? Donc, c'est une thérapeutique qu'on peut adapter à l'oncologie. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, pas d'effets graves secondaires connus, bon, sauf si on avale le tube en plastique, hein, comme on dit, toujours en plaisantant. Donc, c'est quand même un gros avantage. Il y a quand même des études qui ont été démontrées. Alors, effectivement, peu de patients à chaque fois pour ces études, mais quand même, ce qui ressort dans ces différentes études, c'est une amélioration de la qualité de vie,
une amélioration du bien-être des patients, des symptômes de fatigue. Tout ça, c'est important pour le patient, même si ce n'est que d'ordre psychologique. L'essentiel, c'est qu'on puisse soulager notre patient quand il est en demande. Le retour des patients est quand même très important puisque 83% des patients atteints de cancer en sont satisfaits. Et il y a quand même, pour nous aider de temps en temps, certains médecins qui prescrivent de l'homéopathie ou qui tout au moins ne s'y opposent pas, comme on a pu voir des tollés lors du déremboursement de l'homéopathie. Après, bon, quelle que soit son opinion sur l'homéopathie, et pour avoir moi exercé assez souvent à côté de l'IPC, c'est vrai que de temps en temps, on a des notions de l'oncologue qui est particulièrement favorable à l'homéopathie, donc pourquoi pas. Et surtout, comme je le disais, moi vraiment je l'utilise quand je n'ai pas d'autres réponses à apporter à mon patient. Donc rapidement, on va voir trois grandes prises en charge. Alors, pour le stress, on retrouve les trois souches que vous connaissez tous, hein, le gelsemium, l'ignacia et l'argentum. Bon, toujours des hautes dilutions puisque ce sont des symptômes généraux. Alors, un petit rappel sur les différences. Le gelsemium, c'est celui qui a le stress d'inhibition, qui a les jambes dans le coton, le trou noir avec des tremblements. L'ignacia, c'est le patient plutôt qui va avoir tendance à pleurer très facilement, qui a la boule dans la gorge et qui a des réactions paradoxales, c'est-à-dire vous lui racontez deux blagues et puis il se met à rigoler. Donc on le repère assez facilement. L'argentum nitricum, ça va concerner plutôt un patient agité dans la précipitation, un patient qui aimerait que tout soit fini avant même d'avoir commencé. Donc là aussi, on les reconnaît. Et la quatrième souche, en fait, vous pouvez la rajouter parce que quand vous avez la notion du patient qui est frustré, c'est-à-dire il a ce sentiment d'injustice en disant, mais pourquoi moi j'ai un cancer alors que moi je fais attention à ce que je mange, je bois pas d'alcool, je ne fume pas, pourquoi ça m'arrive à moi? Voilà, quand vous avez ces notions, on peut proposer le staphylocoque. Ensuite, alors peut-être à administrer en dose, ben, lorsqu'il y a, quand il y a l'annonce parfois l'annonce du diagnostic, quand le début est brutal avec cette notion de peur de mourir, ce sera plutôt l'aconite. L'opium, on le donnera aux patients plutôt qui restent stupéfaits, sidérés face à l'annonce de sa maladie. Arsénicum album aussi, on retrouve cette notion de peur de mourir. Et l'arnica en 30, c'est vrai que c'est la dose à donner lors du choc émotionnel de l'annonce du cancer. Et l'arnica, après, qu'on peut continuer à donner selon les traitements quand il y a ces douleurs musculaires, ces courbatures. Concernant les mucites, hein, puisqu'il y a beaucoup de thérapies anticancéreuses dont les effets secondaires sont les mucites. Alors, ça peut s'utiliser en préventif, sinon, dans la mesure où les symptômes sont majorés après la chimio, bon, entre 8 et 14 jours, on va pouvoir donner à ce moment-là. Alors là, vous voyez, ce qui est sympa, c'est que on voit les grades d'effets secondaires mucites. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, grade 1, pas de problème. Grade 2, le symptôme est plus douloureux, mais le patient arrive toujours à s'alimenter de façon solide. Alors, dans ce cas, on donnera Callium bichromicum et Mercurius corrosivus. Bon, la petite différence entre les deux, alors Callium bicro, vous avez une lésion à fond jaunâtre entourée d'un liseré rouge. Et le Mercurius corrosivus, la lésion, elle est un peu plus hémorragique. Après, grade 3 et 4, alors franchement, ce sont les souches qu'on peut préconiser, mais grade 3 et 4, comme on disait tout à l'heure, on va pas s'amuser à donner de l'homéopathie. C'est-à-dire grade 3, le patient n'arrive plus à s'alimenter avec du solide. Donc, il faut avoir la bonne décision de soit le renvoyer vers son équipe onco, soit nous-mêmes prévenir l'équipe onco en mettant en place des compléments nutritionnels par voie orale où moi je pense, enfin je prendrai pas le risque, je l'enverrai plutôt refaire
refaire un bilan avec son équipe onco parce que grade 3, on va pas s'amuser. Le grade 4, c'est plus à peine, quoi. Donc, toujours pareil, avantage de l'homéo, comme c'est délivré chez nous, eh ben, on est toujours à temps de surveiller et de grader ces effets secondaires pour pouvoir avoir euh, la bonne attitude face aux patients. Ensuite, nausées, vomissements. Donc là aussi, on retrouve les grands classiques. Alors, le nux vomica, dans tous les cas, vous savez que c'est la grande souche pour le tube digestif. Donc, on spécifie des nausées soulagées par les vomissements par rapport à l'IPK où les nausées ne sont pas soulagées par les vomissements. Avec le nux vomica, une langue chargée et l'IPK plutôt une langue propre. Une souche sympa à rajouter, c'est si la nausée est aggravée par l'odeur des aliments, on donnera du colchicum. Si les nausées sont améliorées quand on se met au grand air, alors il n'est pas noté là, mais c'est le tabacum. Et si la nausée est améliorée par la prise alimentaire, dans ce cas, ce serait le pétroléum. Alors après phosphorus, on voit vomissement strié de sang. Bon, franchement, si le patient commence à vomir du sang, on va pas le soigner avec nos petits granules, hein. Peut-être là aussi le réorienter auprès d'un médecin. Et ça peut être prescrit dans les nausées retardées de la chimio, mais là aussi, on reste vigilant par rapport aux effets indésirables. Et le dernier grand symptôme qu'on peut prendre en charge, alors là, vous avez un protocole SHISO, c'est la Société homéopathique internationale des soins de support en oncologie. Et c'est un protocole un peu particulier où on va donner sur 4 jours une dose par jour. Alors, le phosphoricum acidum, c'est la souche de l'épuisement. Et on donne donc le premier jour une dose de phosphoricum acidum en 5, bon, ou en 7 éventuellement, le deuxième jour en 9, le troisième jour en 15 et le quatrième jour en 30. Cette cure-là peut être faite tous les 10 jours si nécessaire et on peut faire facilement 3 cures par mois. À ce protocole-là, il existe des souches qu'on peut rajouter à ce phosphoricum acidum. Alors, bon, il n'y a plus le diaporama, mais c'est pas grave. Euh, Attendez, on essaie de le remettre. Bon, alors, est-ce qu'on arrive à le remettre? Voilà. Alors, le kalium phos, alors c'est aussi pour l'asthénie physique et intellectuelle, mais moins, j'allais dire moins fort que le phosphoricum acidum, surtout quand il y a des troubles de la mémorisation ou des céphalées. Le China, c'est bien pour quand la thérapie anticancéreuse donne comme effet indésirable des diarrhées, puisque c'est la souche qu'on donne pour la fatigue suite à des pertes liquidiennes. Donc pas mal quand les patients ont beaucoup de diarrhée, mais là aussi, on va faire attention à bien grader les diarrhées et pas donner les granules si c'est vraiment le grade est trop important. Et la fatigue, toujours sur ce fond de douleur musculaire, on donnera l'arnica, le grand classique, le grand classique. Donc, un petit récap. La fiche SHISO, hein, que vous pouvez consulter sur le site. Donc, en protocole d'accompagnement, donc on peut soulager les nausées, la fatigue, les mucites. Et ensuite, quelques ouvrages auxquels vous pouvez vous référer si vous voulez vous améliorer dans l'accompagnement oncologie. Alors, je sais qu'il ne faut pas faire de pub, mais c'est vrai que le CDFH ou le CEDH font des formations très qualitatives et il y a un module soins de support en onco qui sont assez intéressants si vous voulez vous lancer là-dedans. Et n'oublions pas que voilà, si le patient est répondant, ça peut être bien et pour expérience professionnelle, j'ai toujours le souvenir de ce patient qui n'était pas du tout de notre quartier, qui venait à la pharmacie exprès parce que lui, il était fan de l'homéo, il savait qu'on allait bien le conseiller
Et un jour, il vient en disant non, la nouvelle chimio, ça me va pas du tout. J'ai l'impression qu'on me plante des aiguilles sous les ongles. Donc, imaginez un peu le symptôme qu'il pouvait ressentir. Et en bouquinant un peu, je lui ai trouvé une souche. Bon, je vous dis, c'est Actea spicata, mais bon, peu importe, c'est pas dans ce domaine-là. Et franchement, quand le patient est revenu au bout de 10 jours en me remerciant, mais bon, presque, il me déroulait le tapis rouge. Mais franchement, voilà, ça valorise, ça nous valorise. On sait qu'on est là pour les patients et c'est toujours. Je me suis dit ce jour-là que j'avais bien fait de me lever le matin. Voilà. Bravo. Merci à tous. Bravo.